Bonjour, je vous présente cet ouvrage d'Henri Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience. Possible et compossible. À chaque instant, je peux. Je peux quoi? Je peux pouvoir plusieurs possibles. Espérance, certitude du possible, choix entre possible et multiple. Plaisir ou bonheur est tout entier contenu dans une réduction de l'incertitude. La communication pure supposerait l'abstraction du vécu. Plaisir-douleur sont les premiers états de la connaissance réfléchie. État plus ou moins physico-clinique. Dire que l'homme est apparu il y a 3 ou plus millions d'années est idiot. L'homme actuel s'est distingué des autres animaux. Représentation simultanée. À chaque instant, ne pourrait-il pas y avoir reconstruction de tout? Si on pouvait déduire de l'analyse d'un instant donné ce que sera l'instant suivant, alors tout serait déterminé. Mais cela ne se peut car l'instant suivant était prévisible. Il serait déjà contenu dans l'instant précédent, et ce faisant, il y aurait immobilité. On appelle plus grand espace celui qui contient l'autre. Mais comment faire avec une sensation qui est non superposable? Lien entre l'extensif et l'intensif, entre l'étendu et l'inétendu. Nous traduisons l'intensif en extensif, et la comparaison de deux intensités se fait en rapport à l'étendue. La faible intensité du désir est qu'il semble isolé, et comme étranger à tout le reste de notre vie interne. L'idée de l'avenir, grosse d'une infinité de possibles, est plus féconde que l'avenir lui-même, et c'est pourquoi l'on trouve plus de charme à l'espérance qu'à la possession, au rêve qu'à la réalité. Les différents degrés de la tristesse correspondent à des changements qualitatifs. La réduction de l'incertitude et le plaisir d'arrêter la marche du temps et de tenir l'avenir dans le présent. L'objet de l'art est d'endormir les puissances actives ou plutôt résistantes de notre personnalité et de nous amener à un état de docilité parfaite où nous réalisons l'idée du sentiment exprimé. L'art vise à imprimer en nous des sentiments plutôt qu'à les exprimer. Il nous les suggère. L'artiste vise à nous introduire dans cette émotion si riche, si personnelle, si nouvelle et à nous faire éprouver ce qui ne saurait nous faire comprendre. C'est l'émission même de la force nerveuse que la conscience apercevrait. L'intensité d'un effort est celle d'un sentiment profond de l'âme. Le pouvoir expressif ou plutôt suggestif de la musique est admis car nous répétons intérieurement les sons entendus, qu'on ne saurait exprimer mais que les mouvements du corps suggèrent. Le son resterait qualité pure si nous y introduisions l'effort musculaire qui le produirait ou la vibration qui l'explique. La psychophysique serait fondée le jour où on l'aurait établi que deux sensations peuvent être égales sans être identiques. À moins d'être identiques, on ne voit pas comment deux sensations seraient égales. Fechner, il n'y a pas de point de contact entre l'inétendu et l'étendu, entre la qualité et la quantité. Tout nombre est une collection d'unités. Une salle vide et une salle pleine ont toujours le même espace. Nous appelons subjectif ce qui paraît entièrement et adéquatement connu, et objectif ce qui est connu de telle manière qu'une multitude toujours croissante d'impressions nouvelles pourrait être substituée à l'idée que nous en avons actuellement. On ne fait pas du mouvement avec des immobilités, ni du temps avec de l'espace. Nulle part l'écrasement de la conscience immédiate est aussi frappante que dans les phénomènes de sentiment. Le sentiment lui-même est un être qui vit, qui se développe, qui change sans cesse. Les opinions auxquelles nous tenons le plus
sont celles dont nous pourrions le plus malaisément rendre compte, et les raisons mêmes par lesquelles nous les justifions sont rarement celles qui nous ont déterminés à les adopter. Une idée vraiment nôtre remplit notre moi tout entier. Tout déterminisme, même physique, implique une hypothèse psychologique. Laplace. Le mathématicien qui connaîtrait la position des molécules ou atomes d'un organisme humain à un moment donné, ainsi que la position et le mouvement de tous les atomes de l'univers capables de l'influencer, calculerait avec une précision infaillible les actions passées, présentes et futures de la personne à qui cet organisme appartient, comme on prédit un phénomène astronomique. Hirn, recherche expérimentale. Paris 1866. À quelques images que l'on se reporte, on ne démontrera jamais que le fait psychologique soit déterminé nécessairement par le mouvement moléculaire, car dans un mouvement, on trouvera la raison d'un autre mouvement, mais non pas celle d'un état de conscience. Mais si le mouvement moléculaire peut créer de la sensation avec un néant de conscience, pourquoi la conscience ne créerait-elle pas du mouvement à son tour, soit avec un néant d'énergie cinétique et potentielle, soit en utilisant cette énergie à sa manière? Le temps écoulé ne constitue ni un gain ni une perte pour un système, force consciente ou volonté libre. Nous ne voyons pas d'absurdité, une fois le temps écoulé, à remettre les choses en place et à conclure que ces causes produiraient encore le même effet. Différence fondamentale qu'un examen attentif nous révèle entre le monde extérieur et le monde interne, identifiant la durée vraie avec la durée apparente. Nous sommes en présence d'une assimilation arbitraire de deux conceptions de la durée qui diffèrent profondément. Le déterminisme psychologique, sous la forme la plus précise et la plus récente, implique une conception associationniste de l'esprit. En nous interrogeant scrupuleusement nous-mêmes, nous verrons qu'il nous arrive de peser des motifs, de délibérer, alors que la résolution est déjà prise. Une voix intérieure nous le murmure. La liberté réside dans le choix du but que l'on s'assigne. Il y a fixation des priorités et ensuite soumission complète. Cela se complique car il y a en dessous toute une autre hiérarchie de buts secondaires, les opinions. Le déterminisme associationniste se représente le moi comme un assemblage d'états psychiques. Cette doctrine distincte des faits psychiques coexistants. J'aurais pu m'abstenir de tuer, dit Stuart Mill, si mon aversion pour le crime et mes craintes de ses conséquences avaient été plus faibles que la tentation qui me poussait à le commettre. C'est la philosophie de Hamilton. Le conflit a lieu entre moi qui désire un plaisir et moi qui crains les remords. Le langage n'est pas fait pour exprimer toutes les nuances des états internes. Le tort de l'associationnisme est d'avoir éliminé d'abord l'élément qualitatif de l'acte à accomplir pour n'en conserver que ce qu'il y a de géométrique et d'impersonnel. Je respire l'odeur d'une rose et aussitôt des souvenirs confus d'enfance me reviennent à la mémoire. La croyance étant la fixation de mon attention par une décision qui résulte d'un choix entre de plus important et du moins important. Le temps est toujours quelque chose de relatif, quantité d'actions qui peuvent être accomplies. Tel sentiment, telle idée renferme une pluralité indéfinie de faits, de conscience. Mais la pluralité n'apparaîtra que par une espèce de déroulement dans ce milieu homogène que quelques-uns appellent durée et qui en réalité espace. Chacun de nous a sa manière d'aimer et de haïr, et cet amour, cette haine, reflète sa personnalité tout entière. Nous échouons à traduire entièrement ce que notre âme ressent. La pensée demeure incommensurable avec le langage. La passion ne présenterait plus le même caractère fatal s'il s'était reflété, ainsi que dans l'indignation d'Alceste, toute histoire de la personne. C'est de l'âme entière que la décision libre émane, et l'acte sera d'autant plus libre que la série dynamique à laquelle il se rattache tendra davantage à s'identifier avec le moi fondamental. Nous croirons agir librement, et c'est seulement en y réfléchissant plus tard que nous reconnaîtrons notre erreur. Au moment où l'acte va s'accomplir, il n'est pas rare qu'une révolte se produise. C'est le moi d'en bas qui remonte à la surface des profondeurs en bouillonnant. Nous nous sommes décidés sans raison et peut-être même contre toute raison, et c'est là
la meilleure des raisons, idée personnelle du bonheur et de l'honneur. Le moi et les sentiments qui l'agitent se trouvent ainsi assimilés à des choses bien définies, qui demeurent identiques à elles-mêmes pendant tout le cours de l'opération. À tous les moments de la délibération, le moi se modifie et modifie aussi par conséquent les deux sentiments qui l'agitent. Nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière, quand ils expriment, quand ils ont avec elle cette indéfinissable ressemblance qu'on trouve parfois entre l'œuvre et l'artiste. Avoir conscience du libre arbitre, dit Stuart Mill, signifie avoir conscience avant d'avoir choisi, d'avoir pu choisir autrement. À des antécédents donnés, un seul acte possible correspond. Les partisans du libre arbitre supposent au contraire que la même série pouvait aboutir à plusieurs actes différents, également possibles. Il n'y a pas de tendance, ni même de direction, mais bien un moi qui vit et se développe par l'effet de ses hésitations, même, jusqu'à ce que l'action libre s'en détache à la manière d'un fruit trop mûr. Défenseurs et adversaires de la liberté sont d'accord pour faire précéder l'action d'une espèce d'oscillation mécanique entre deux points, X et Y. Si j'opte pour X, les premiers me diront « Vous avez hésité, délibéré, donc il était possible ». Les autres répondront « Vous avez choisi X, donc vous aviez quelques raisons de le faire ». Et quand on déclare Y également possible, on oublie cette raison. On laisse de côté une des conditions du problème. Véritable dédoublement de notre activité psychique, dont l'espace est purement symbolique, et comme telle ne pourrait être construite que si l'on se place dans l'hypothèse d'une délibération achevée et d'une résolution prise. Le temps est-il de l'espace? Non, c'est l'espace qui est du temps. L'acte une fois accompli est accompli et leurs adversaires répondent « L'acte avant d'être accompli ne l'était pas encore ». Il faut chercher la liberté dans une certaine nuance ou qualité de l'action même. Le moi infaillible dans ses constatations immédiates se sent libre. Mais dès qu'il cherche à expliquer sa liberté, il ne s'aperçoit plus que par une espèce de réfraction à travers l'espace. Le déterminisme ne prétend pas prévoir lui-même l'acte final, mais affirme seulement que l'acte final est déterminé et non pas le fait du hasard. Les unités de temps qui constituent la durée vécue et dont l'astronome peut disposer comme il lui plaît, parce qu'elle n'offre point de prise à la science, sont précisément ce qui intéresse le psychologue, car la psychologie porte sur les intervalles eux-mêmes et non plus sur leurs extrémités. Les états de conscience sont des progrès et non pas des choses. Dans la région des faits psychologiques profonds, il n'y a pas de différence sensible entre prévoir, voir et agir. Dire que les mêmes causes internes produisent les mêmes effets, c'est supposer que la même cause peut se présenter à plusieurs reprises sur le théâtre de la conscience. La durée est chose réelle pour la conscience qui en conserve la trace, et l'on ne saurait parler de conditions identiques, car le même moment ne se présente pas deux fois. Pour un psychologue qui ne se laisse point égarer par d'apparents analogues, une cause interne profonde donne son effet une fois et ne le produira jamais plus. L'action, une fois accomplie, toute autre action apparaît dans des conditions données comme impossible. La relation causale est une espèce de préformation du phénomène à venir dans ses conditions présentes. Que l'on approfondisse la physique cartésienne, la métaphysique spinoziste, ou les théories scientifiques de notre temps, on trouvera partout la même préoccupation d'établir un rapport de nécessité logique entre la cause et l'effet, annulant l'action de la durée et à remplacer la causalité apparente par une identité fondamentale. Plus l'effet paraît nécessairement lié à la cause, plus on tend à le mettre dans la cause même comme la conséquence mathématique dans le principe et à supprimer ainsi l'action de la durée. Plus on fortifie le principe de causalité, plus on accentue la différence qui sépare une série psychologique d'une série physique. La supposition d'un rapport d'inhérence mathématique entre les phénomènes extérieurs devrait entraîner comme conséquence naturelle, ou tout au moins plausible, la croyance à la liberté humaine.
De l'idée de l'effort à l'acte, le progrès a été si continu que nous ne saurions dire où l'idée de l'effort se termine et où l'acte commence. Se représenter ainsi la relation de cause à effet, c'est supposer que l'avenir n'est pas plus solidaire du présent dans le monde extérieur qu'il ne l'est pour notre propre conscience. Du fait de la durée, la forme propre des états de conscience, faire du moi qui dure une force libre. C'est pourquoi toute conception claire de la causalité, où l'on s'entend avec soi-même, conduit à l'idée de liberté humaine comme à une conséquence naturelle. Mais nous ne connaissons la force que par le témoignage de la conscience, et la conscience n'affirme pas, ne comprend même pas la détermination absolue des actes à venir. L'expérience nous l'apprend. Cette idée de force transportée dans la nature avec l'idée de nécessité, nous apercevons la force comme déterminante d'une manière nécessaire. L'illusion de la conscience vient de ce qu'elle considère le moi, non pas directement, mais par une espèce de réfraction à travers les formes qu'elle a prêtées à la perception extérieure. L'effet psychique profond se présente à la conscience une fois et ne reparaîtront jamais plus. On appelle liberté le rapport du moi concret à l'acte qu'il accomplit. Le rapport est indéfinissable précisément parce que nous sommes libres. On analyse une chose et non pas un progrès. On décompose l'étendue mais non pas de la durée. Si l'on s'obstine, on transforme inconsciemment le progrès en chose et la durée en étendue. La spontanéité se résout en inertie et la liberté en nécessité. C'est pourquoi toute définition de la liberté donnera raison au déterminisme. Le temps peut-il se représenter adéquatement par de l'espace ? Oui. S'il s'agit du temps écoulé, non si vous parlez du temps qui s'écoule. Or, l'acte libre se produit dans le temps qui s'écoule et non pas dans le temps écoulé. La liberté est donc un fait. Intensité, durée, détermination volontaire. Voilà les trois idées qu'il s'agissait d'épurer en les débarrassant de tout ce qu'elles doivent à l'intrusion du monde sensible et à l'obsession de l'idée d'espace. L'intensité d'un état psychique simple est qualité pure. Il ne faut pas dire que les choses extérieures durent, mais plutôt qu'il y a en elles quelques inexprimables raisons en vertu de laquelle nous ne saurions les considérer à des moments successifs de notre durée, sans constater qu'elles ont changé. En dehors de nous, extériorité réciproque sans succession, au-dedans succession sans extériorité réciproque. Ainsi, se forme par un véritable phénomène d'endosmose, l'idée mixte d'un temps mesurable qui est l'espace en tant qu'homogénéité et durée en tant que succession, c'est-à-dire au fond l'idée contradictoire de la succession par la simultanéité. Tout déterminisme sera réfuté par l'expérience, mais toute définition de la liberté donnera raison au déterminisme. La science a pour principal objet de prévoir et de mesurer, or, on ne prévoit les phénomènes physiques qu'à la condition de supposer qu'ils ne durent pas comme nous, et on ne mesure que de l'espace. La plupart du temps, nous vivons extérieurement à nous-mêmes, nous n'apercevons de notre moi que notre fantôme décoloré, ombre que la pure durée projette dans l'espace homogène. Notre existence se déroule donc dans l'espace plutôt que dans le temps. Nous vivons pour le monde extérieur plutôt que pour nous. Nous parlons plutôt que nous pensons. Agir librement, c'est reprendre possession de soi, c'est se replacer dans la pure durée. L'intuition immédiate et la pensée discursive ne font qu'un dans la réalité concrète. Nous sommes libres toutes les fois que nous voulons rentrer en nous-mêmes, et il nous arrive rarement de le vouloir. Henri Bergson, essai sur les données immédiates de la conscience. Merci.